Bonjour Michel. Bonjour Maï. Bonjour YouTube. Merci Michel de revenir une seconde fois parce qu'on a eu un vif succès avec la première présentation de tes ouvrages, de tes écrits. Mais cette fois, si je t'ai réinvité, ce n'est pas du tout pour parler de ton activité littéraire, mais plutôt pour mettre en lumière l'homme et la transmission. De ce que tu enseignes déjà à l'Institut français de Shiatsu à Paris, parce qu'il faut rappeler que tu es président et fondateur de cette école qui enseigne le Shiatsu. Oui. Pas seulement, mais l'idée, c'est aujourd'hui de parler toujours du lien corps-esprit que tu transmets à travers le shiatsu. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos de cet art corporel ? Dire déjà une première chose, qu'effectivement le terme que tu emploies est tout à fait juste et justifié, c'est un art. C'est pas simplement une technique thérapeutique, c'est un art, c'est-à-dire que le shiatsu est une façon et une technique corporelle qui s'inscrit vraiment dans la philosophie de vie qui est la philosophie japonaise, extrême orientale et en particulier aussi japonaise, qu'on connaît à travers une forme de pensée particulière qui est la pensée animiste, qui se traduit au Japon à travers une notion particulière qui s'appelle les kami, c'est-à-dire les essences de vie, les âmes, que certains traduisent même par les dieux, même si c'est pas obligatoirement la terminologie la plus juste et la plus égale, et qui a un fondement essentiel qui est que toute chose, qui est une manifestation de la vie et du vivant, dans tous les domaines quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'un arbre, un rocher magnifique, un lieu, une zone, un individu ou une œuvre d'art qui ont été créées, sont sans doute et très certainement porteurs d'une âme, de quelque chose qui les anime et qui leur donne une puissance de fond. Et dans cette vision-là, eh bien, on ne dissocie à aucun moment le corps et l'esprit, on ne dissocie à aucun moment l'individu de l'âme qu'est la sienne. Âme, ça vient du latin anima, ce qui anime, ce qui met en vie. Et l'art du shiatsu s'inscrit dans cette logique-là. C'est-à-dire que une pratique de shiatsu qui se respecte et qui est vraiment enracinée dans ce qu'est la tradition du Japon est une technique dans laquelle on va avoir à la fois un travail sur le champ du corporel, mais également un travail sur le champ du subtil à travers l'énergétique, mais aussi à travers la capacité psycho-spirituelle de nommer ce que sont les racines éventuelles de la souffrance de la personne pour la conduire justement à pouvoir s'en libérer. Voilà, justement, comment en agissant sur certaines zones du corps, on arrive à réactiver le flux vital, justement mis à mal par nos comportements, nos modes de vie, nos stress, nos chocs, nos traumas. Il faut savoir que le corps, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un condensateur, c'est-à-dire ça emmagasine de l'énergie à un moment donné. Et tous les vécus, toutes les formes d'ailleurs de choses qui existent dans notre univers, ce sont des fréquences et des vibrations. Et c'est en ça où la cartographie énergétique est intéressante, parce qu'en fonction du type de vécu, eh bien la zone corporelle qui va être associée et qui va mémoriser le vécu émotionnel va être différente. Lorsqu'un patient vient et qu'il amène une souffrance particulière dans une zone particulière du corps, il nous nomme déjà très précisément quel est le type de vécu sans doute qui ont été le sien. Connaître ces cartographies, connaître la gestuelle, connaître les techniques, connaître les méridiens, les points d'acupuncture sur lesquels on pourra agir, sont vraiment des choses majeures parce que ça rééquilibrera le flux énergétique. Ça, c'est la première chose. Ça permettra au corps de se libérer de la tension émotionnelle qui a été emmagasinée, mais être en plus capable, au-delà de cela, de nommer quel a été le vécu, c'est-à-dire d'amener du sens. Eh bien, ça va, au-delà du soin du corps, soigner l'âme, parce que ça va lui permettre de se libérer d'une mémoire toxique. Alors oui, là, on revient à la symbolique, justement, l'entité viscérale, à toutes ces notions-là que tu enseignes à l'école. Oui. Mais je voudrais te poser une autre question, à savoir si l'inflammation, les problèmes mécaniques que nous avons qui en fait ne sont pas forcément liés de prime abord à des causes émotionnelles, sont-elles réellement un hasard ou effectivement c'est impacté par une émotion sous-jacente ? C'est-à-dire, on avait déjà évoqué ça dans la précédente vidéo, sur cette idée que pour moi le hasard n'a pas sa place ici, et qu'il faut peut-être repréciser ce que c'est le fait de parler de la question émotionnelle. Ça ne veut pas dire obligatoirement une émotion consciemment et directement ressentie.
Ça peut être une accumulation d'incertitudes, de doutes, de croyances que l'on va avoir, d'interdits que l'on se met. Ça va être des injonctions parentales qu'on a pu avoir, ça va être des critiques ou des dénis que nous avons reçus au cours de notre enfance, qui petit à petit vont avoir fermé certaines portes. Or, ces portes de l'expansion et de l'expression de soi, les doutes qu'on va avoir eus sur soi, sont des choses qui ont une résonance sur le plan corporel. Parce que quand on ferme des portes, dans le rapport que nous avons au monde extérieur, ça ferme des portes physiquement. Ça ferme des pores de la peau, ça rétracte des vaisseaux, ça contracte des éléments du système lymphatique, ça diminue certaines fonctions organiques. Des problèmes de gorge également. Des problèmes de gorge, des problèmes d'arthrose, des problèmes de résistance, des problèmes d'état inflammatoire, voire même quand ce sont même des questions identitaires qui se sont marquées, ça peut aller jusqu'à des problématiques auto-immunes. Et qu'il y a donc derrière toutes les pathologies une symbolique qui est associable, on va dire, à un vécu psycho-émotionnel ou à une accumulation de vécu psycho-émotionnel, à des rencontres avec des moments de la vie dans lesquels il y a eu de la souffrance, où la vie nous a fait mal. Et pour nous en protéger, eh bien, nous avons dit non, ça plus jamais, je ne veux plus jamais revivre ça. Et donc j'anesthésie la zone qui a été en souffrance. Sauf que le processus de vie, lui, continue. L'anesthésie signifie simplement qu'on ne ressent plus ce qui se passe. On ne veut plus la ressentir parce que c'est trop frontal. Oui, c'est trop frontal, c'est trop douloureux, ça peut être particulièrement compliqué et douloureux, mais sauf qu'à un moment donné, ça émerge. La loi de la vie, oui, qui reprend le dessus. Oui, mais elle prendra toujours le dessus, la vie, puisque nous en sommes les enfants. Justement, en parlant de la vie, j'ai beaucoup de patients que je reçois au cabinet qui actuellement se demandent quel est le sens de leur vie, surtout après le post-Covid, surtout dans une période folle. Et c'est vrai que je m'inspire en tant qu'étudiante parce que je suis formée par toi et je voulais te témoigner ma gratitude parce qu'on ne ressort pas indemne de tes formations et c'est la raison pour laquelle je voulais mettre aujourd'hui en lumière ton enseignement que j'aimerais partager avec YouTube parce que c'est là où on va te découvrir puisque des personnes de ma génération ne te connaissent pas forcément et je te remercie avant la fin de l'interview pour cela parce que justement quel est le sens et une personne comme toi peut y répondre puisqu'avec l'enseignement que tu transmets c'est bienvenu que tu me donnes une réponse. Je suis très flatté. Que de compliments. Je pense que si tu veux, le sens de la vie, il appartient à chacun de définir le sens de sa propre vie, mais qu'il y a une espèce de ligne rouge, de fil rouge global, qui est que finalement, peut-être quelque chose a besoin de s'exprimer en nous. Et que si nous sommes là, ça n'est peut-être pas par hasard, et que nous avons une mission de vie, quelque chose à faire ou à remplir, un chemin à accomplir. Et que malheureusement, nous déployons souvent énormément d'énergie à vouloir éviter ce chemin parce qu'il est sans doute exigeant et qu'il attend de nous quelque chose de particulier. Or, nous sommes les enfants des cultures dans lesquelles ce qui a été prévalent et qui a été montré et sur lesquels on a été éduqué, c'est plutôt le plaisir, la facilité, la satisfaction des sens. Or, ce qu'est la vie et le processus et le sens de la vie, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous n'avons pas simplement un droit vis-à-vis de la vie, nous avions aussi un devoir vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire un devoir de réaliser ce qu'elle est venue exprimer à travers nous. Et c'est un vrai principe d'exigence à soi. C'est une vraie notion du respect à la fois de soi et puis bien entendu par résonance du respect avec le monde extérieur. La crise que nous avons traversée, notamment les périodes de confinement, etc., ont effectivement secoué énormément de monde. Ça a amené beaucoup de gens à réfléchir sur leur vie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont quitté et changé de vie à ce moment-là. Parce qu'ils se sont rendus compte de la vacuité de la leur. Du fait que peut-être que l'on courait après des propos et des faux bonheurs qui étaient des illusions et dont le résultat était qu'à un moment donné, on pouvait s'en faire priver quasiment instantanément du jour au lendemain. On pouvait s'en faire désapproprier. Alors que peut-être que le principe de vie, il était ailleurs et que c'est d'ailleurs lui qu'on ressent et qu'on retrouve quand on va se promener dans une forêt ou sur un bord de mer et qu'on se laisse juste simplement porter par ce que l'on voit, ce que l'on ressent, par les bruits environnants et par la manière avec laquelle la vie s'exprime ainsi. Il y a une des paraboles du Christ dans lesquelles il parle des oiseaux qui ne se font pas de soucis pour leur nourriture et il dit « gens de peu de foi ». Je crois qu'effectivement, nos cultures, qui sont des cultures qui vivent dans la peur et qui veulent donc tout sécuriser et qui n'existent plus que par la conscience du risque, nous ont amenés à perdre un argument, un ancrage majeur à la vie qui est la capacité à la confiance.
Or, comme dit l'autre, à chaque jour suffit sa peine, nous avançons sur ce chemin de la vie, et quand nous sommes sur ce chemin, la vie pourvoit. Le entre guillemets hasard fait que nous rencontrons les personnes qui conviennent, les situations ou les événements qui conviennent. À condition, effectivement, de s'être mis à table, parce qu'il y a aussi l'idée d'introspection et que le bonheur part de l'intérieur. Parce que souvent, quand on est en désarroi face à une épreuve, on demande souvent l'aide à l'extérieur. Or, nous avons déjà des ressources en nous et ces ressources-là m'ont également aidé grâce à la notion d'ikigai, parce que je suis une amoureuse du Japon. Et c'est vrai que dans ton enseignement, tu nous apprends ce qu'est l'ikigai. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, l'ikigai, c'est un concept qui est très particulier, qui vient d'une partie du Japon qui s'appelle Okinawa, qui est une île où il y avait quelque chose qui interpellait beaucoup les Occidentaux, qui était la longévité de la population d'Okinawa. Et on a, pendant très longtemps, pensé que c'était leur régime alimentaire. On a essayé d'adapter le régime alimentaire, ça n'a pas eu obligatoirement tous les effets, même si c'est un régime alimentaire qui est intéressant. Parce que ce qui fait en fait que les habitants d'Okinawa sont des personnes qui ont un rapport à la vie, au vivant, qui leur donne cette longévité, c'est cette notion de l'ikigai. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ikigai ? C'est difficile à traduire. On peut dire très globalement que c'est un objectif de vie, une mission de vie, un accueil de vie. Vie étant toujours écrit avec un V majuscule. C'est-à-dire que c'est en fait une manière, une façon d'être, une philosophie d'être qui a pour trame fondamentale que ce qui est au centre de mon existence, c'est le principe de vie. Et ce principe de vie est quelque chose que je dois accueillir et aimer de façon inconditionnelle. Nous sommes souvent en lutte et en conflit avec la vie, nous la freinons, nous la réfrénons ou nous la fuyons, parce que nous ne savons pas comment la maîtriser et nous sommes insécures. Il y a une nécessité au contraire à abandonner cette volonté de maîtrise de la vie parce que ce sont des flux qui circulent en nous et qui de toute façon le font en dehors de notre volonté, de notre conscience. Et donc cette idée de fond, c'est de dire que si j'accueille inconditionnellement le principe de vie et que de toute chose qui arrive sur mon chemin, je décide d'en faire quelque chose qui va participer à la nutrition de cette étincelle de vie qui est en moi, je vais sans doute m'inscrire dans le flux de cette vie et me laisser porter par elle, et elle va à ce moment-là m'amener ce qui convient. Du coup, on n'est plus, à partir du moment où on lâche prise, si je comprends bien, on n'est plus dans les questions du comment, mais plutôt dans le pourquoi. Oui, mais on est même dans l'accueil du fait qu'on peut se poser la question du pourquoi en sachant qu'on ne pourra pas y répondre. Jusqu'à là. Jusque-là. Et c'est ça entre guillemets, le piège et en même temps le truc qui est absolument magique et merveilleux, c'est extrêmement rassurant. Je crois que le jour où on pourra dire pourquoi, ça sera dramatique. Un individu qui n'a plus de perspective, qui n'a plus de direction vers laquelle aller, est quelqu'un qui est désarmé et qui est dans le désarroi. Or, le pourquoi de la vie, c'est comme l'horizon. C'est quelque chose qui avance au fur et à mesure que nous avançons. C'est une direction vers laquelle aller, mais ça n'est pas un but à atteindre. Et il faut vraiment comprendre ça dans cette notion de l'ikigai. Et donc, c'est à la fois la notion de l'ici et maintenant et de l'accueil inconditionnel de cet ici et maintenant, mais associée à l'émotion racinielle qui est celle de la vie, qui est l'émotion de la joie. Celle qu'on ressent dans le rire du petit enfant, qui est heureux et qui éclate de rire quand il voit un animal qui lui plaît ou qu'il est heureux de voir et de rencontrer quelqu'un. Et par rapport à cette notion de l'ikigai, je me souviens d'une vieille grand-mère au Okinawa, quand on lui demandait « mais qu'est-ce que c'est pour vous l'ikigai ?» etc. Cette petite grand-mère, elle dit « moi, mon ikigai, c'est quelque chose de très simple. C'est chaque matin quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je descends dans la rue et je fais un grand sourire aux 5 premières personnes que je rencontre. J'ai obligatoirement en réponse toujours un sourire aussi. Ce qui fait qu'ensuite, je peux rentrer chez moi prendre mon petit déjeuner. J'ai commencé ma journée avec 5 sourires qui m'ont été donnés gratuitement et gracieusement. J'ai accueilli la vie de cette façon-là et toute ma journée en est enluminée et en est éclairée. Et c'est ça le principe de l'ikigai. C'est cette capacité à être de cette inconditionnalité qui fait qu'on ne porte pas d'intention sur l'autre, on n'en prête pas à soi-même, on se contente de vivre et d'accueillir les choses comme elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner, c'est comme la notion du lâcher-prise. Il n'y a rien de plus actif que le lâcher-prise. Mais c'est être actif dans la capacité à accepter que les règles et les lois de la vie et du vivant nous dépassent et que ce n'est pas à nous de les maîtriser, mais c'est à nous d'apprendre à nous insérer dans elles. Ça veut dire aussi que donner un sens à sa vie, trouver son
Nikigai se réside dans des choses très très simples de la vie, sans oublier que ce n'est pas parce que c'est une idée simple qu'elle est inefficace. Qu'elle est inefficace et qu'elle est inatteignable ou qu'elle est fantasmée. On peut illustrer ça d'une façon très simple. C'est la manière de faire la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qui est apporté par la satisfaction des sens. Le bonheur, c'est autre chose. Et je donne souvent cette image, justement, dans mes formations à mes élèves. Je leur dis, écoutez, voilà, c'est extrêmement simple. C'est l'heure du repas, c'est midi. Vous avez envie de manger quelque chose. Vous passez devant une boulangerie et vous voyez un magnifique pain au chocolat ou quelque chose d'autre qui vous plaît. Vous rentrez dans la boulangerie, vous achetez et vous mangez ce que vous avez acheté. Vous avez le plaisir, vous satisfaisez l'envie et le besoin que vous aviez. Si vous êtes rentré dans cette boulangerie pour acheter cette chose qui devait vous faire plaisir et qu'en sortant vous voyez un petit enfant qui peut-être a faim ou qui en tout cas a un vrai désir vis-à-vis de ce pain au chocolat et qu'au lieu de le manger vous lui donnez. Vous ne vous êtes pas donné du plaisir mais vous vous êtes donné du bonheur. D'accord. Il y a dans le plaisir quelque chose qui va être individuel. Il y a dans la notion du bonheur et de l'ikigai quelque chose qui est dans le du collectif, ça se partage obligatoirement toujours. Le bonheur se partage. Se partage, c'est une appartenance. Mais on est d'accord que le bonheur part aussi de l'intérieur. Toujours. Toujours. Il part de l'intérieur et de la non-intention. La vie est précieuse, mais également fragile, parce qu'elle peut s'arrêter à tout instant. Et le bonheur, à travers l'ikigai, part de l'intérieur. Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est une résonance du cœur. Il y a obligatoirement dans ce qui est le rapport à la vie et au vivant, qu'est-ce que c'est qui fait que la vie circule en nous? Qu'est-ce qui fait que la vie peut continuer en nous? Qu'est-ce qui fait que ce fluide vital qui s'appelle le sang peut circuler en nous? Qu'est-ce qui fait que ce second fluide vital, plus caché, moins connu, qui s'appelle la lymphe, peut circuler en nous? Qu'est-ce qui fait que ce que gère le cœur, qui s'appelle le cerveau, et avec notamment le cerveau limbique, qui est le centre des émotions, fait que ça circule en nous? C'est tout simplement quelque chose qui est un espèce de moteur intérieur, qui est notre capacité à, de façon inconditionnelle, nous réjouir de tout ce qui est et de tout ce qui arrive. C'est exactement ce qui se passe à nouveau, je citais tout à l'heure le rire du petit enfant, des petits enfants qui se rencontrent et qui se retrouvent, ils n'ont pas tous les a priori et les projections qu'on va lancer sur l'autre, qu'est-ce que celui-là il me veut, qu'est-ce que, etc., etc. Ils vont l'un vers l'autre, ils se sautent dans les bras, ils s'embrassent, ils jouent ensemble, ils rigolent tous les deux, ils font, etc., etc., et à travers eux, la vie et le vivant peut véritablement s'exprimer. Mais parce que vient de l'intérieur quelque chose qui est une sorte de virginité qui permet un accueil, à nouveau, dans cette inconditionnalité dont je parlais tout à l'heure. Notre éducation, les croyances, nos traumas, toutes ces choses, tous nos vécus participent justement à ces filtres que nous mettons, qui peut ralentir, qui peut carrément nous couper au monde, qui peut nous couper justement au bonheur. Oui, tu évoquais tout à l'heure la crise que nous avons traversée. La crise que nous avons traversée était intéressante de voir comment, dans nos cultures d'aujourd'hui, quand on est confronté à une crise, on ferme les portes, on ferme tout. Et c'est la mauvaise manière de répondre. C'est la mauvaise manière de répondre. Ça, d'ailleurs, ça n'a rien résolu. Il faut bien comprendre que nous sommes ainsi, que nous mettons en place des interdits parce que nous avons peur, parce que nous manquons de confiance. On nous éduque dans la question du risque. On en est arrivé à un tel hiatus, à un tel dérapage dans la culture qu'on utilise même des expressions en disant que ça risque de réussir. Et comme s'il y avait un risque à ce que quelque chose réussisse. Alors que ça n'est pas du tout. Mais tout est devenu risque. Quels que soient les endroits dans lesquels vous allez, on parle de sécurité, etc. Mais la vie est une capacité à faire la part des choses dans ce qui est la vie et le vivant. Et il y a deux pôles fondamentaux qui sont la sécurité et la liberté. Et puis entre les deux, il y a un curseur. Et en fonction de l'endroit où on pose ce curseur, eh bien, il va falloir accepter les choix qui ont été faits. Plus on va vers la sécurité, moins on a de liberté. Plus on va vers la liberté, plus on a de sécurité. Plus on va vers de la liberté, moins on a de sécurité. Et paradoxalement, cette insécurité, c'est le principe même de la vie et du vivant. Donc la période dans laquelle on vit est contre nature. Elle est castratrice. Elle est castratrice. Elle empêche, elle restreint le vivant, elle le rétracte. Et d'ailleurs, quelles sont les pathologies que nous avons? Ce sont toutes des pathologies de fuite. Quels sont les comportements que nous avons? Ce sont tous des comportements de compensation et des comportements de fuite. Donc nous allons avoir des pathologies auto-immunes où on pousse la défense à tel point qu'on
tue les propres cellules de notre corps. On va avoir des pathologies de fuite sur le plan neurologique, comme l'Alzheimer ou le Parkinson, ou etc. La fibromyalgie. La fibromyalgie qui, elle, en plus, traduit le vécu qui a été un vécu de souffrance, un vécu d'avoir été malmené. Parce que n'oublions pas que notre première prison est nous-mêmes. Bien sûr. Et on m'a reproché, justement, dans la première vidéo, de t'avoir coupé sur le pardon. J'ai relevé les commentaires de certains abonnés, et notamment de Marie Pio, qui nous dit « Dommage d'avoir coupé Michel Odoul lorsqu'il parlait du pardon. » De Caroline Moreau, « Pardonneriez-vous à une personne qui a mis votre vie en danger de mort? N'est-ce pas respecter son soi que de ne pas pouvoir et ne pas vouloir pardonner ?» Alors c'est les questions qui sont posées, et c'est vrai que là on avait parlé de l'ikigai, on a parlé de la force de vie, des flux vitaux, de ta technique du shiatsu sur le travail corporel pour relier le corps, l'esprit. Et c'est vrai que je me fais l'avocate du diable, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une prison intérieure, c'est difficile d'arriver justement à ces mouvements de vie. Bien sûr, c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile qu'on a eu une souffrance qui a été une souffrance intense, qu'on a eu une souffrance dont on n'a eu qu'une conscience limitée et qui nous a amenés dans un état particulier, qui est un état dramatique, qui est l'état de la victime. Et que tant que le pardon n'a pas pu apparaître, on reste dans ce statut et dans cet état-là. Et donc, dans l'idée de pardonner même à celui qui nous a fait la pire des choses, il n'est absolument pas question d'être un Christ salvateur qui se préoccupe de l'état de l'âme de l'autre. C'est purement et simplement totalement égoïste. Le pardon est ce qu'il y a de plus égoïste. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire d'abord à soi, parce qu'il nous sort de cet état de la victime. Nous sommes quelqu'un qui est devenu capable de dépasser l'épreuve, qui a réussi à désamorcer l'émotion toxique qui était associée à ce vécu, même si celui-ci a été injuste. Et c'est parfois très difficile. C'est parfois, même pour certaines personnes, totalement impossible. Qu'après, en résonance, il y ait dans le fait que, dans le pardon que l'on va se donner à soi d'abord, parce que c'est d'abord à soi qu'il faut se le donner, il va y avoir une résonance vis-à-vis de l'autre, évidemment. On a eu un exemple à travers une posture sans doute liée à une religion, mais qui a été la posture du pape qui est allé à la prison pardonner à celui qui avait essayé de le tuer et qui lui avait tiré dessus. Ça a été quelque chose qui a énormément interpellé les personnes, et que si on va au bout de ce qui est la signifiance qui est derrière ça, c'est au contraire une exemplarité majeure qui a été donnée à ce moment-là. Les bouddhistes tibétains disent que nos pires ennemis sont nos meilleurs maîtres, et qu'il y a donc quelque chose à tirer et à comprendre de ça. Mais la leçon d'une expérience ne peut pas être faite tant qu'on est dans la volonté de la revanche, de la volonté de régler des comptes. Et donc, pour répondre à la question qui était posée, la problématique et la difficulté du pardon n'a rien à voir avec le soi. Parce que le soi ne se pose pas dans ce champ-là. Donc le soi n'a pas de problématique de pardon, c'est le moi qui a ce problème-là. Parce que le moi, il est dans l'horizontalité, il est dans la lutte, il est dans le combat, il est dans etc. Il est dans les notions de tort, de bien, de mal, etc. Alors que le soi, lui, il est inscrit dans le principe de vie. Et c'est là que se niche l'âme. C'est là où se niche la dimension de l'être humain qui, parce qu'elle est capable de donner de la dimension et de prendre du recul par rapport aux situations, est capable de nommer les choses et d'aller vers le pardon. Mais en n'oubliant pas que le pardon n'est pas l'oubli. Quand on a été blessé et qu'on s'est coupé, on a une cicatrice, donc la marque reste. Mais ce qui est important, et c'est ça le rôle du pardon, c'est pas qu'il fait disparaître la cicatrice, c'est qu'il la referme et qui fait qu'elle n'est plus infectieuse. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, donc la mémoire reste. Mais elle en devient une force. Il y a même les héros pour qui les cicatrices sont les traces des combats qu'on a dépassés ou pour lesquels on a été vainqueur. Et comment dépasser son rôle de victime quand justement on a vécu l'innommable? C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai été particulièrement giflé et bluffé, et je me suis beaucoup interrogé quand je suis allé au Cambodge et que j'ai rencontré les gens qui ont vécu ce qui a été l'époque des Khmers rouges, et etc., et qui aujourd'hui, dans les communautés, parce qu'ils étaient présents partout, partagent le quotidien avec ces gens-là. Et je me suis toujours dit, mais comment ont-ils pu faire? C'est une ressource incroyable de l'âme, c'est un travail vis-à-vis de soi qui est herculéen.
C'est une déchirure de soi. Il y a beaucoup de références personnelles qui doivent voler en éclats à ce moment-là. Il faut que le moi se pacifie totalement. Et je comprends que ça soit parfois difficile, surtout quand on a vécu effectivement l'innommable. Mais il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Ce qui est absolument incroyable, quand on parle avec des personnes qui ont pu pardonner à des gens qui leur ont fait ce qui pouvait être le pire, quand on a pu parler avec des gens qui ont été dans des camps, quand on a pu discuter avec eux de la manière dont ils ont dépassé ça, ça a été absolument incroyable, la richesse d'être. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se sont reverticalisés, ils sont devenus droits, ce sont des phares pour les êtres et l'humanité. Je pense par exemple dans la psychologie à un monsieur qui s'appelle Viktor Frankl, qui est une personne qui a vécu dans les camps nazis et qui a décidé qu'il transformerait la souffrance qui lui était imposée et qui ne leur ferait pas le cadeau d'en souffrir. Il a dépassé ça, il a développé une technique qui s'appelle la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par la question du sens. Et que peut-être que le pardon, on peut arriver à atteindre ce sens-là parce qu'on va le nommer et on va le placer dans sa vie et dire mais qu'est-ce que c'est venu faire dans ma vie? Qu'est-ce que c'est venu me dire? En quoi la violence, la brutalité, l'injustice, l'innommable que j'ai rencontré est venue me dire quelque chose? En fait, pardon. Et si je n'arrive pas à nommer cette façon-là, la deuxième des questions que je peux faire, qui peut être une première étape qui va m'aider, c'est même si je n'arrive pas à donner ce sens-là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que si j'ai été agressé ou violé, il faut savoir que les cellules de mon corps ne sont plus les mêmes que celles du moment où j'ai été agressé et violé. Donc mon corps n'est plus celui qui a été touché. Ce qui reste, c'est cette mémoire. Qu'est-ce que je peux faire de cette mémoire? Où est-ce que je peux la mettre? Et à partir de là, comment je peux la transformer? C'est une conscientisation tout simplement qui rend nécessaire un chemin de vie. C'est un vrai chemin de vie, c'est un vrai travail. C'est un travail d'Hercule, c'est une épreuve. C'est une épreuve majeure. Et chaque épreuve est significative de ce qu'on doit traverser effectivement pour s'élever, comme on avait dit dans la première interview. Oui. Et c'est vrai que dépasser son ego, son propre moi pour arriver à une spiritualité inconditionnelle reste vraiment le travail de tout un chacun si on veut sortir de la victimisation. Oui, et puis c'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non. Sinon, on reste dans la victime, on reste dans la culpabilité, on reste dans le besoin de régler des comptes, on reste dans le besoin de etc., etc. Alors merci beaucoup Michel d'être intervenu sur la notion de pardon qui a été tellement demandée et je rappelle que Michel ne consulte plus parce que j'ai reçu beaucoup de courriels en fonction de cette interview, par rapport à cette interview, mais par contre tu transmets à l'Institut de Shiatsu à Paris. Oui, c'est ça. Voilà, je forme des praticiens. Donc, pour les personnes qui chercheraient des praticiens, il suffit qu'ils se rendent sur le site de mon institut. Il y a On va l'afficher d'ailleurs. Qui s'appelle un praticien près de chez vous. Et ils font appel à un praticien formé en shiatsu et en psycho-énergétique. Et ils auront des gens tout à fait compétents. Et parce que j'ai une vraie exigence sur les gens que je référence. Il suffit pas d'avoir suivi mes formations pour être référencé. Il faut que je puisse vous suivre le maintien à jour des compétences, etc. Donc, on est dans une vraie déontologie de la pratique. Je confirme. Merci Michel pour ces 30 précieuses minutes. Merci Maï. Bienvenue sur Quantum pour justement transmettre tout ce que tu viens de nous apprendre, mais trop court, encore une fois. Et j'espère te revoir tout bientôt. Avec grand plaisir. Alors merci beaucoup Michel. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont eu plaisir à entendre la première vidéo. J'espère que celle-ci leur parlera aussi. À très bientôt. À très bientôt.